OK. Donc, nous allons aborder le cours de la leçon 3, la dernière leçon, intitulée La dynamique des écosystèmes. Quels sont les objectifs que nous cherchons à atteindre en faisant ce cours? On va regarder là. OK. Bonsoir, madame. Monsieur, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, madame. Merci, bonne soirée à vous. Donc, quels sont les objectifs de ce cours? Nous avons retenu un objectif qui est de décrire la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Ça, vous l'avez déjà, n'est-ce pas? Et comme objectif d'apprentissage, c'est permettre aux étudiants ou à l'étudiant d'avoir une connaissance sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Je pense que c'est un cours qui est très, très important pour vous. Parce qu'en tant que des géographes ou des aménagistes de façon générale, mais si tu as du mal à voir, pourquoi tu ne viendrais pas? Non, ça va? OK. Et donc, il est important de savoir comment l'écosystème dans lequel vous allez entreprendre vos aménagements fonctionne. À votre avis, pour quelle fin? Pourquoi il est nécessaire de savoir, de connaître le fonctionnement des écosystèmes? Il faut avoir une explication. Moi, par exemple, déjà, dans notre environnement immédiat, je vois que carrément cet écosystème-là, quand on parle de développement durable, si on ne sait pas comment cet écosystème fonctionne, pas. Oui, en effet, c'est l'objectif. Donc, il est capital de savoir comment fonctionne l'écosystème qui est, disons, votre objet d'étude, n'est-ce pas, et d'activité. Donc, quand vous savez comment il fonctionne, comme vous l'avez si bien dit, on peut le préserver, on peut l'aménager de sorte que l'aménagement soit efficace et intéressant pour tous. Donc, les compétences, quand on va faire cette leçon, au terme de cette leçon, vous devrez avoir une série de compétences que j'ai énumérées, je prends 3 points. Décrire la structure des écosystèmes, expliquer le fonctionnement, être capable d'expliquer le fonctionnement des écosystèmes et connaître les processus biophysiques qui expliquent la dynamique de ces écosystèmes. Et donc, vous voyez que c'est une dynamique. S'il y a une dynamique, c'est qu'il y a vie et ce sont des choses qui évoluent dans le temps et dans l'espace. D'où la nécessité de connaître son fonctionnement pour y aménager ou entreprendre des aménagements vraiment de façon durable. OK? Donc, cette leçon est structurée en 7 points, 7 sections. Nous avons une introduction d'abord, suivie de la structure en 1 de la structure et du fonctionnement des écosystèmes, en 2 de la chaîne alimentaire ou chaîne trophique, en 3 du flux de la matière dans un écosystème. Ensuite, nous allons voir au point 4 le flux de l'énergie dans un écosystème et au point 5 le recyclage chimique de la matière organique. En 6, les modifications des écosystèmes et nous verrons quelques cycles, 1 ou 2 cycles géochimiques. Et nous terminerons cette leçon par une conclusion comme d'habitude. En introduction, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On veut savoir comment la communauté ou l'écosystème, comment est-ce qu'il est structuré? Organisé dans un premier temps, ensuite comment est-ce qu'il est structuré, et puis voir comment est-ce qu'il fonctionne. Vous comprenez? Donc, la cellule, qui est le premier niveau d'organisation du vivant, est intégrée ou bien on aura plusieurs cellules qui vont constituer un individu, n'est-ce pas? Et plusieurs individus vont constituer la population.
Et cette population, la dernière fois, on a vu, quand on a fait l'écologie, on a vu qu'une population pouvait être composée de quoi? Une communauté pouvait être composée de quoi? De plusieurs populations. Et ces populations, parmi ces populations, on peut avoir des végétaux, on peut avoir des animaux, on peut tout avoir. Et à côté de cette population, pour ne pas dire cette population, cette communauté vit où? Elle vit dans un milieu qu'on appelle biotope. Parce que ce biotope est régi par les paramètres abiotiques. OK? Et donc, tous ces éléments, communauté ou biocénose plus biotope, va nous donner quoi? Un écosystème. Et la somme ou l'ensemble des écosystèmes va représenter la biosphère. Et nous avons dit au début de cet enseignement que la biosphère, c'était la partie vivante de quoi? De l'univers. Parce que il y a à peu près, je crois, à peu près 100 km, ou en tout cas quelques kilomètres dans l'atmosphère et en dessous, où nous avons les êtres vivants. En dehors de ce cadre, il n'y a plus d'êtres vivants. OK? Donc, tous ces éléments, vous voyez comment c'est structuré, c'est organisé pour arriver à la biosphère. OK? Donc, puisque nous savons maintenant comment est-ce que notre biosphère est organisée, nous allons maintenant voir comment est-ce que la biosphère ou même les communautés sont structurées dans un écosystème. Compris? Donc, la structure de la végétation et des animaux associés, c'est les deux ensembles que nous allons considérer dans le cadre de la structuration des écosystèmes. Ce n'est pas un seul élément. Mais nous allons découvrir un peu plus loin que c'est la végétation. On l'a dit quand on parlait des biomes, vous vous souvenez, quand on parlait de comment les animaux sont répartis, c'est la végétation qui impactait principalement la répartition des êtres vivants. OK? Donc, l'aspect global d'une communauté terrestre est dicté par la végétation. Et donc, pour pouvoir connaître cette structure, on va se poser 3 questions principales. Quel profil de la végétation, de la communauté, pardon, possède-t-elle? Donc, on va chercher à connaître le profil de la végétation. Secondairement, quand on a ce profil, quels sont les éléments qui prédominent? Est-ce qu'on a plus d'arbres? Est-ce qu'on a plus d'arbustes? Ou est-ce qu'on a plus de plantes herbacées? OK? Et puis, comme troisième question qu'on va se poser, la végétation comporte combien de strates? Pourquoi on va se poser toutes ces questions? Parce que la végétation détermine largement la composition en espèces animales d'une communauté. Je vais citer quelques exemples. Les grands animaux brouteurs ne se trouvent pas dans les prairies, ni les savanes, n'est-ce pas? Pardon, ne se trouvent que dans les prairies et les savanes. Pourquoi? On dit les grands animaux brouteurs. Herbacés. Donc, ils auront tout ce qu'il faut pour se nourrir aisément, n'est-ce pas? Et donc, pour les animaux qui nichent, par exemple, les oiseaux qui nichent dans les arbres, où est-ce qu'on va les trouver? La dernière fois, on a pris quelques exemples concernant les humains. Mais ici, j'ai pris les animaux pour vous donner une autre lecture. Oui, monsieur? Les oiseaux qui nichent dans les arbres vivent seulement dans les habitats boisés. Pourquoi? À cause de la présence des arbres. À cause de la présence des arbres. Parce que s'il n'y a pas d'arbres, ils vont migrer pour aller ailleurs. Et donc, dans le cas de vos aménagements, quand vous allez couper ces arbres, ça va impacter la vie dans cet écosystème. Par exemple, pour la construction des routes,
On est en train d'enregistrer. Pour la construction des routes, on va abattre des arbres. Des barrages, on va également abattre des arbres. Donc, tous les oiseaux qui nichent dans les arbres, dans ces environs, où vont-ils partir? Ils ne vont pas rester puisqu'ils n'ont plus de support. Ils vont migrer ailleurs, n'est-ce pas? Là où le biotope est favorable à leur mode de vie. Vous avez compris? OK. Et puis, en général, qu'est-ce qu'on peut retenir? Une végétation complexe fournit quoi? Parce que si la végétation est complexe, on peut dire qu'on a quasiment toutes les strates, n'est-ce pas? Et donc, dans cette végétation complexe, on aura une certaine diversité. Vous comprenez? OK, puisqu'on a tous les niveaux, on a des herbes, on a des quoi? Des arbres, on a des arbustes, on a quasiment tout. C'est ce qu'on appelle végétation complexe. Et quand on a la végétation qui est basse, principalement les herbes, on aura des organismes qui apprécient ce biotope. C'est plusieurs exemples pour vous emmener à comprendre un peu ce que j'ai voulu dire. Oui. Est-ce que c'est une association ou une quoi? Une contrainte, par exemple, au niveau du quartier, oui, qui a été obligé de développer. Qui a créé des adaptations écologiques. Voilà. Si c'est une contrainte ou une genre, c'est le mot que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, ils sont dans cet environnement, c'est favorable à leur développement. Oui, mais quand l'environnement n'est pas favorable à leur développement, soit il migrent, ou bien ils s'accommodent. Et en s'accommodant, ils vont perdre quelques éléments. Et c'est pour cette raison que généralement, quand on a des îles, je prends le cas de la Congé, quand initialement on avait un seul bloc, les animaux étaient plus ou moins identiques en fonction des zones. Et quand il y a eu ce décalage, cette dislocation, ceux qui ont migré vers le pôle Nord à cause de la glaciation et autres, ils vont adopter un certain, comment je pourrais dire ça? Une adaptation morphologique pour pouvoir supporter le froid. Vous comprenez? Et vous allez voir que même les humains qui vivent de l'autre côté, il fait excessivement. Ils ont généralement une longue chevelure, de grandes oreilles pour pouvoir maîtriser la chevelure. Rien ne se fait au hasard, ce sont des adaptations écologiques. Vous comprenez? Donc, je pense que tous ces éléments, les animaux qui peuvent migrer, qui peuvent se déplacer, vont se déplacer pour aller là où c'est plus favorable. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je prends le cas par exemple des végétaux, des cactus, ils vont créer, perdre des éléments ou en créer pour pouvoir supporter le milieu dans lequel ils vont se développer. Parce qu'ils sont contraints de le faire. Et donc, quand on est contraint, on fait des efforts, et en faisant des efforts, on peut perdre des éléments ou en acquérir. Vous comprenez? Mais toute cette stratégie, c'est pour pouvoir vivre dans le milieu. OK? Est-ce que vous avez des questions? Ça peut aller, c'est compréhensible. Et donc, on retiendra que la structure des écosystèmes est surtout définie ou impactée par la végétation. OK? Donc, généralement, c'est cette végétation-là que vous essayez de nettoyer, d'éliminer pour pouvoir créer votre aménagement, n'est-ce pas? Donc, ça démontre clairement que quand il y a aménagement, il y a modification de l'environnement, il y a automatiquement modification de l'écosystème et tout ce qui est pris en compte dans cet écosystème, notamment c'est le milieu, le biotope qui est modifié. Mais cette modification du biotope aura un impact sur la biocénose. On ne perdez pas cela de vue. Donc,
on va définir, on l'a déjà défini, et on va redéfinir l'écosystème. Ici, la petite précision, c'est que c'est un ensemble dynamique, comme on vient de le démontrer. Il évolue dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Donc, l'écosystème est un ensemble dynamique formé par les organismes potentiellement interactifs d'une communauté. Donc, ces organismes potentiellement interactifs vont représenter quoi? La biocénose. Et de l'autre côté, nous aurons les facteurs abiotiques qui vont représenter. Et il y a une interaction entre le biotope, la biocénose et vice-versa. J'insiste et je persiste. Je suis revenu sur cette définition pour vous montrer en quelque sorte le dynamisme ou l'évolution de l'écosystème. Il évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, quand il est modifié, ce n'est pas très intéressant. Généralement, la modification va créer généralement des conséquences graves. Vous comprenez? Donc, on doit également retenir que l'écosystème, les limites des écosystèmes ne sont pas précises. C'est un peu comme pour les bio. Oui. Oui, conséquences graves. Je parle au niveau des conséquences ici. Elles sont forcément négatives. Elles sont négatives. Elles sont négatives. C'est vrai qu'on va créer, on va aménager l'environnement dans l'intention du bien-être de l'homme. Généralement, c'est ça. N'est-ce pas? C'est pour le bien-être de l'homme. Mais ce bien-être-là va impacter négativement la biocénose. Et donc, il faut faire en sorte que vous fassiez le moindre mal. Vous comprenez? Que la modification ne soit pas très profonde au point de ne pas profiter véritablement de l'aménagement qui est en train d'être implanté. Oui. D'où ma seconde question. Par exemple, dans le désert, il y a des oasis qui naissent et ces oasis-là sont entretenues de sorte à ce qu'on ait, en termes de statistique, un plus grand espace. Voilà. Et ça, c'est très palpable. Je prends le cas de l'Égypte. Dans le désert, on fait un oasis. Tu parles de la négativité de ces. Voilà. Est-ce que si j'ai dit généralement, d'accord. Si tu as fait attention, j'ai dit généralement. Ce n'est pas dans tous les cas. D'accord. OK? Et même là, ce n'est pas évident aussi. Hein. Il y a toujours un impact. Il y a toujours un impact. Mais généralement, cet impact-là, il est négatif. Même l'oasis qu'on va créer, on peut avoir, je prends le cas par exemple de l'Égypte, cette oasis peut être source de maladie parce qu'il n'est pas bien géré. Les moustiques et puis les mollusques intermédiaires de bilazure, de schistosomes. Vous comprenez? Parce qu'un oasis, chacun s'est bien aménagé. On est très content parce qu'on a de l'eau, on a de la verdure, il y aura donc la pluie, tout et tout. Mais à côté, il faudrait, comment je peux dire ça, sensibiliser la population pour ne pas qu'elle ait des comportements pas très raisonnables. Donc, tout aménagement a toujours deux revers. Donc, faites en sorte que ce soit le côté positif qui prime et prenne le dessus. OK? Et c'est pour ça que de plus en plus, on demande aux écologistes, aux biologistes, comme l'a dit par votre père, on doit travailler ensemble. Vous comprenez? On doit toujours travailler ensemble. Là, quand vous allez partir d'ici, vous serez de grands aménagistes, ou bien, on dit aménagistes, non, de grands aménagistes. Mais ne vous contentez pas de faire votre programme de tracé des voies, de construction de barrages. Il faut toujours associer les biologistes pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a en amont avant votre réalisation, qu'est-ce qui se passe pendant votre réalisation et même après votre réalisation. Parce qu'il y a toujours des organismes qui vont venir, qui vont migrer parce que soit le milieu est favorable. Je prends par exemple le cas domestique. Quand le milieu il y aura de l'eau,
Au début, c'est tout sec, il n'y a pas de moustiques. Mais quand il y aura de l'eau, les moustiques peuvent venir. Donc, on va voir dans le milieu ou dans les environs, est-ce qu'il existe des moustiques pas trop loin, avant même l'implantation du projet. Parce que s'il y a des moustiques qui ne sont pas très loin, quand vous allez implanter votre aménagement, dans l'intention d'avoir de l'eau, de la verdure, et si possible, il y ait de la pluie, le fait qu'il y ait des moustiques pas trop loin, votre aménagement aura un impact négatif. Ces moustiques pourraient venir peupler ou coloniser votre milieu et amoindrir la rentabilité de votre investissement. Vous comprenez? Donc, associez toujours des amis. C'est-à-dire, associez toujours des biologistes. Parce que vous voyez que l'écosystème n'est pas seulement fait du milieu. Il y a des organismes qui sont gérés par les biologistes. Ça peut aller? Ok. Donc, on était à quel niveau? On était au niveau des limites de l'écosystème qui ne sont pas très précises. On a également la taille des écosystèmes qui sont, on a dit la dernière fois, très variables. Du minuscule écosystème, le film qu'on avait regardé, le monsieur a pris l'exemple de l'écosystème de son oreille. D'accord? Jusqu'au vaste écosystème que représente pour certains écologistes la biosphère. OK? Donc, on retiendra aussi que quelle que soit la taille, l'écosystème est le siège de processus tels que le flux de l'énergie et les cycles chimiques. Et je pense qu'on va s'attarder un peu sur le flux de l'énergie, le flux de la matière et tout le reste. Donc ici, nous retenons que les échanges de matière et de l'énergie entre une communauté et son milieu est apprécié en étudiant le flux de la matière et de l'énergie qui circulent d'un organisme à un autre. J'ai retenu des vidéos qui vont vous permettre d'expliquer ces différences. Le flux de la matière, le flux de l'énergie et puis aussi les cycles biogéochimiques. On les retrouve partout. OK? Les cycles biogéochimiques sont un peu partout. On ne va pas s'attarder là-dessus. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on dit que là, nous sommes dans le cadre du cours sur la dynamique des écosystèmes. Et donc, on a que la dynamique des écosystèmes va étudier les échanges de matière et d'énergie entre une communauté et son milieu. C'est cette étude-là qui est appelée la dynamique des écosystèmes, l'étude du flux d'énergie et de la matière. Entre autres, l'échange entre la matière, l'énergie et tout le reste. Donc, l'énergie pénètre. Je suis en train d'expliquer dans ce paragraphe le fonctionnement des écosystèmes de façon générale. OK? Donc, l'énergie pénètre dans la plupart des écosystèmes, principalement sous forme de lumière solaire. Elle est convertie en énergie chimique par les organismes autotrophes. On va donner la définition d'organismes autotrophes et hétérotrophes un peu plus tard. Et elle est transmise aux hétérotrophes dans les composés organiques de la nourriture et dissipés sous forme de chaleur. C'est simple. Qui ne comprend pas? Vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Bon, vous avez... Oui, est-ce que vous ne comprenez pas? Les autotrophes vont utiliser l'énergie solaire et les éléments minéraux de l'atmosphère, de l'eau, du sol, pour pouvoir produire des éléments chimiques. OK? Donc, ils vont utiliser le soleil et les sels minéraux pour former des produits chimiques. OK? Et ces produits chimiques seront stockés
dans les feuilles. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de produire leur propre nourriture. Je prends le cas des plantes, des végétaux. Est-ce que les végétaux, comme à l'image des animaux, vont-ils manger quelque chose d'autre? Non, ils synthétisent leur propre nourriture. OK? Ils vont utiliser les sels minéraux qu'on trouve dans l'eau, dans le sol, utiliser la lumière solaire, dans le cas de la photosynthèse, pour produire des éléments. Ils vont entrer dans leur consommation, mais qui sont utilisés pour la consommation. OK? Alors que le lièvre, par exemple, ou le chien, que fait-il? Vous qui ne comprenez pas. Lui-même, il va courir aller chercher sa nourriture, alors que la plante elle-même, elle synthétise sa propre nourriture. Les autres vont chercher quelque chose qui est déjà synthétisé pour consommer. Vous voyez la différence? Les hétérotrophes vont consommer ce qui est déjà synthétisé. Mais synthétisé par qui? Synthétisé soit par les autres, soit par les autres. OK? Donc, c'est la définition. Mais on va voir de façon un peu plus détaillée, un peu plus loin. Et donc, j'ai fini avec cette planche-là. Nous allons donc passer aux éléments chimiques que les plantes vont utiliser, n'est-ce pas, pour constituer leurs éléments nutritifs. On a la lumière solaire, on a le carbone, on a l'azote et on a plein d'autres éléments. Donc, les éléments chimiques, carbone, azote, circulent de manière cyclique entre les composés biotiques et abiotiques des écosystèmes. OK? L'arbre ou le végétal est un quoi? Est un composé d'un élément quoi? Biotique ou abiotique? Biotique. Est-ce qu'il comprend bien? Vous ne comprenez pas toujours? Tout ce qui est vivant est biotique. Tout ce qui n'est pas vivant est abiotique. Le milieu, on a vu en écologie, il est abiotique. L'air est abiotique. OK? Le carbone, est-ce qu'il est biotique, il est vivant? Non, c'est un produit chimique. C'est un élément chimique. Donc, il n'est pas biotique, il est abiotique. Donc, les éléments chimiques, carbone, azote, vont circuler. Ces éléments chimiques, carbone, azote, phosphore, vont être utilisés par la plante. Quand la plante va mourir, les décomposeurs vont décomposer ces éléments en éléments minéraux ou en minéraux. Et puis, ces minéraux vont encore entrer dans le cycle des végétaux. Donc, c'est un cycle. C'est pour ça qu'on parle de circule de manière cyclique. Donc, la matière, les éléments qui vont constituer la matière seront recyclés. Alors que les éléments qui entrent dans la composition de l'énergie, pour ne pas dire l'énergie, n'est pas recyclée. L'énergie, une partie de l'énergie sera consommée et au fur et à mesure que les organismes consomment, mangent, l'énergie, une partie de l'énergie est utilisée pour leur déplacement, pour leur respiration et même pour la photosynthèse. Tous ces éléments-là ont besoin d'énergie, l'ATP, pour pouvoir produire d'autres éléments. Pour se déplacer, il a besoin de l'ATP et tout le reste. En fait, cette partie, on insiste un peu sur le fonctionnement et on essaie de décrire, comme on a dit dans les objectifs, comment les choses fonctionnent. Pour que vous ayez au moins à l'idée ces processus biophysiques. Quand c'est plus ou moins, vous n'êtes pas des biologistes, vous êtes des géographes ou bien des géologues. Et donc, ce sont des notions de base que vous devrez avoir pour pouvoir mieux aménager l'environnement. Moi, c'est mon objectif, ça. Parce que ce sont des éléments nécessaires. Quand tu ne connais pas l'intérêt, tu ne vois pas l'importance, tu peux venir, tu fais tes fouilles, tu déposes tout n'importe où, parce que pour toi, l'essentiel, c'est d'avoir peut-être le minéral ou l'or que tu cherches. Mais quand tu as fini, quand tu sais que en fouillant le sol d'une certaine façon,
tu vas laisser des crevasses qui seront des niches de moustiques et que ces moustiques, après, tes mineurs qui viennent au fouiller ne pourront plus rester dans le milieu parce qu'ils seront régulièrement malades à cause des moustiques qui sont dans les crevasses et les trous que tu as laissés. Est-ce que tu as dans ton projet, tu t'es dit, bon, j'ai besoin de peut-être 2 milliards pour réaliser ce projet. Mais quand ta population qui travaille est malade à cause de la présence des moustiques, penses-tu que ces 2 milliards seront suffisants pour finir ton activité? Je ne pense pas. Parce que tes travailleurs seront régulièrement malades. Vous comprenez, non? Ou bien généralement aussi, ils travaillent dans les cours d'eau. Dans ces cours d'eau, il y a des gènes, des pathologies qu'on ne prévoit pas toujours parce que vous n'êtes pas des biologistes. Vous venez, votre objectif, bon, j'ai besoin de 2 milliards pour construire une route. Mais ceux qui vont construire la route, si vous n'avez pas de notions pour dire que c'est vrai, on va aménager, on va enlever les herbes, tracer les voies, mettre du goudron. Je prends toujours l'exemple de la route qui est plus palpable. Ceux qui travaillent sur le site, ils sont là jusqu'à une certaine heure. Et je prends le cas des moustiques. Pourquoi les moustiques? Parce que le paludisme est la première endémie mortelle. Première endémie parasitaire mortelle. Le moustique, tu ne peux pas contrôler le moustique. Honnêtement. Ou bien? Corona est passé, non? Ok, bref. Corona l'a dépassé. Corona est une pandémie, c'est différent. Donc, vous comprenez? Donc, il faut toujours prendre en compte ces aspects biologiques pour que votre aménagement soit non seulement durable, mais très profitable pour tout le monde. Ce sont de petites choses apparemment, mais c'est très important. Là, j'ai pris l'exemple de vos travailleurs. Si le milieu est infesté par un quelconque gène, parce que vous n'avez pas tenu compte de l'existence de ces gènes avant l'aménagement ou après. L'aménagement même peut créer des gènes, mais ces moustiques, même ces éléments peuvent exister avant que vous ne fassiez votre aménagement. Mais vous ne le savez pas, vous n'avez aucune notion. Vous êtes géographe, bon, je vais tracer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le milieu? Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de cet impact environnemental qui est réalisé avant et après l'aménagement? Avant, pendant et après. Donc, quand vous allez écrire vos projets d'aménagement, intégrez-nous. Honnêtement, d'abord, avant que l'aménagement soit fait, pour voir qu'est-ce qui existe dans le milieu et quel sera l'impact de l'aménagement sur cet existant, et puis, à la longue, quelles seront également les conséquences de cet aménagement par rapport à l'existant aujourd'hui. Comprenez? Donc, les organismes, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on était, les organismes photosynthétiques tirent ces éléments de l'air, de l'eau et du sol sous forme inorganique et ils les incorporent dans, ça n'est pas dans votre cours, dans votre support, ça n'est pas là-bas. Donc, parce que j'aménage chaque fois mon support. C'est la même chose, ça a été dit, mais j'ai essayé de le transcrire de façon simple, un peu plus simple que dans la précédente version. Donc, les organismes photosynthétiques tirent ces éléments de l'air, de l'eau et du sol sous forme inorganique et ils les incorporent dans les molécules organiques que d'autres organismes peuvent alors consommer. Voilà, c'est simple. On dit quoi? On a dans le milieu, dans le sol, dans l'eau, dans l'air, des éléments que les organismes photosynthétiques, notamment les végétaux, vont récupérer, d'accord, pour constituer des produits.
que ceux qui ne sont pas photosynthétiques vont consommer. Donc, je prends le cas du lapin, par exemple, et de la végétation que nous avons dans son écosystème. OK? Donc, le lapin ne peut pas consommer ça, synthétiser sa propre nourriture, c'est un hétérotrope. Les plantes ou la végétation de son écosystème va produire, oui, il veut poser des questions? Il vient de s'intégrer. Même il a levé la main. Je ne sais pas. Non, il a plutôt servi son vie. Donc, les végétaux vont produire cette matière chimique qui sera consommée à partir de la lumière, bien entendu, et les éléments chimiques qu'on a cités, quelques éléments chimiques qu'on a cités. Il va synthétiser la plante. La plante sera consommée par les herbivores et les herbivores, en consommant cette plante, vont emmagasiner de l'énergie, ils vont en perdre, mais ils vont transformer cette matière qui est organique en matière, une partie en matière inorganique, puis en matière organique, parce qu'il prend pour ses besoins vitaux. OK? Ainsi de suite. Donc, je pense que ça peut aller. Les éléments retournent dans l'air, ça c'est le recyclage, dans l'eau et le sol sous forme inorganique. Parce que ce qui a été consommé de façon organique sera transformé en matière inorganique. OK? Et cette matière inorganique va retourner encore dans l'eau, dans le sol et dans l'air. OK? Donc, je pense que c'est... Et ici, dans ce paragraphe-là, ce que je voudrais signaler, c'est que ce sont les décomposeurs qui sont chargés de transformer la matière organique en matière minérale. Ça va? Comme ce n'est pas votre domaine, vous voyez comme science-fiction. Non, ça va? Vous avez vu tout ça en géographie? Ah, il serait bon d'avoir votre cours de géographie. Hein? Oui, mais tout ça comme ça, on balaye tout ça rapidement et puis on passe aux choses essentielles. Même les cycles biogéochimiques, vous avez vu ça? On s'est plus attardé sur quelqu'un. Puis, ah non, ça c'est des choses connues. Pour moi, vous êtes novice, c'est pas que je traîne sur les... Oui, je sais pas. Vous c'est quoi votre... Ça serait bon d'avoir vos acquis. Vous avez quel niveau? Est-ce que vous avez fait ça? Je sais qu'on voit en terminale, un peu en terminale et seconde. Juste un peu. En terminale. Donc, depuis la terminale, vous n'avez plus fait ça. Et quel est votre cursus si ce n'est pas un expert? Bon, il y a fait la géographie. Vous êtes un géographe? Et lui? Vous êtes un géographe aussi? Juste à côté. Donc, le flux de l'énergie et les cycles biogéochimiques sont liés. Pourquoi? Allô? Oui? Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Le monsieur? Kofi. Oui? Docteur, moi, je suis géographe, mais il a fait la géographie humaine. La géographie humaine? Oui. Donc, la démographie? Non. Environnement. Environnement? Mhm. Vous pouvez nous résumer un peu ce que vous faites là-bas? Comment? Vous pouvez nous résumer un peu ce que vous avez fait là-bas par rapport à mon cours? Parce qu'en fait, moi, je me dis que vous êtes soit des géologues ou des géographes qui n'avaient pas de ces notions-là. Et c'est ça Oui, mais docteur, en géographie, là, c'est scindé. Il y a géographie rurale, il y a géographie humaine et puis il y a géographie physique. Apparemment, le cours que je vois là, c'est des cours de géographie physique. La physique, en fait, c'est le biotope, l'environnement. Non, même en humain, même on fait environnement, mais c'est pratiquement pas qu'on appelle la même intensité qu'on utilise dans les cours. Là-bas, c'était comment? Plus dense ou plus léger?
En géographie humaine, en environnement, on parle plutôt de l'environnement, de l'implantation humaine sur la Terre, les relations géographiques avec l'espace, voilà. Ok. Ok, c'est principalement ça. Non, nous, Vous allez faire quel type de géographie? je fais la géographie environnementale, mais en première année, nous avons fait la biogéographie. Ok. Nous avons fait la biogéographie, nous avons fait les différents biomes. Ok. Et le reste des différentes cartes de ces biomes-là. Et l'énergie, essayer d'expliquer pourquoi ces biomes-là se retrouvent à tel endroit. Voilà. Et c'était une lieu à part entière. Il n'y avait pas à notre temps de distinction entre la géographie et comme un tronc commun. Voilà. Ok. Troisième année, puis il y a eu cette situation. Ok. Ok. Donc, ce que j'apporte comme cours, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus explicite ou bien c'est compact? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, vous m'entendez? Il est parti. Ok, donc on continue. On dit que le flux de l'énergie et les cycles biogéochimiques sont liés parce que ces deux cycles-là dépendent de quoi? Dépendent des relations alimentaires. C'est quand l'élément où l'organisme va dépenser ou comment on appelle, consommer son aliment, il y aura de l'énergie dépensée, il y aura tous ces éléments, la matière, quand il va mourir, ses déchets, ses déjections vont créer ou engendrer le cycle biogéochimique. OK? Donc, on va maintenant aborder le volet chaîne alimentaire et trophique. Et je pense que le cours il est assez explicite, très explicite sur cet aspect. Donc, on va balayer rapidement. Ça, vous l'avez vu, et généralement, vous êtes des géographes et autres, donc on ne va pas s'attarder sur les relations trophiques. On dit que les relations trophiques sont des relations alimentaires entre les êtres vivants d'un même écosystème. Et ces relations alimentaires sont structurées à partir des chaînes alimentaires ou trophiques. Monsieur Kwasi? OK. Les chaînes trophiques formant des réseaux trophiques. Et on a pris quelques exemples de réseaux trophiques. On a l'exemple du réseau trophique d'une forêt, du réseau trophique d'un étang, et nous avons également décrit, ou donné plutôt, les différents niveaux trophiques. On dit que la place d'un être vivant dans une chaîne trophique, lui, représente son niveau trophique. Il existe 3 niveaux trophiques. Nous avons le niveau trophique des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs. Et ici, j'ai donné quelques exemples. On voit ma flèche? Non, j'ai une flèche, mon pointeur, mon curseur. On ne le voit pas. Donc, on a les végétaux, on a les consommateurs de végétaux et puis on a les consommateurs de végétaux. Donc, on va essayer de donner les différentes dénominations. Donc, comme... Oui? Dedans, on a un problème d'intempérie ici, hein. Donc, à tout moment, le courant se coupe, on a une perturbation du réseau. C'est ça. Donc, si vous ne voyez pas là, c'est un peu ça. C'est compris. OK. OK. Donc, si vous avez des préoccupations aussi, vous pouvez poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Donc, moi, mon problème là, c'est ce que j'ai soulevé lors de qu'on avait notre première rencontre là. Le problème fait qu'on travaille sur les données physiques, qu'on n'arrive pas à appliquer à la détection et puis à la cartographie. C'est un peu ça notre inquiétude, quoi. Et tu aurais bien voulu utiliser la télédétection pour travailler dans ce cours. C'est ça? Oui, mais madame, c'est l'objectif.
C'est lequel objectif? Ce n'est pas tous les cours qu'on peut mettre en pratique. Moi, mon cours d'aujourd'hui, oui. je vais vous envoyer, vous balader quelque part en Amazonie ou en Guadeloupe. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, on devrait aller, par exemple, sur le terrain, notamment à, comment on appelle, au Centre national floristique, pour faire un TD. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, prendre les coordonnées géographiques des sites et puis voir l'évolution, puisqu'on a bien précisé que la biocénose, là, elle dépend de quoi? Elle est surtout, ne pas dire la communauté ou les animaux associés à la végétation, étaient surtout impactés à quoi? Non. La structure d'un écosystème dépendait de quoi? Dépendait principalement de la végétation. OK? Donc, logiquement, aujourd'hui, on devrait aller sur le terrain. Généralement, c'est ce que je fais les derniers cours là. On va mettre en pratique ce qu'on a vu. Oui, généralement, on va camper, on parcourt un peu l'université et vous allez voir l'impact de l'aménagement. Là où il y a la pelouse, où elle est passée, on verra un type d'animaux et puis nous allons progressivement évoluer vers la forêt qu'on appelle communément la forêt d'Achéas. Et quand on est là-bas, vous allez voir les différents animaux qu'on pourrait trouver. Et tout ça, ça fait l'objet d'un TD. Quand on sort de là-bas, vous rédigez un rapport, vous dites oui, on est parti sur le terrain, voilà ce que nous avons vu quand la végétation était à tel niveau, quand elle est passée, quand elle est arbustive, quand elle est ici, cela, voilà ce que nous avons trouvé. Donc, associer le biotope à quoi? À la biocénose. Donc, on sera dans différents types d'écosystèmes. Et dans ces différents types d'écosystèmes, vous allez nous sortir un rapport d'abord de la végétation que vous avez rencontrée, et puis des animaux que vous avez rencontrés dans ces végétations. Et puisqu'on va parcourir l'université à différents endroits là où c'est aménagé, quel type d'aménagement et quels sont les différents éléments. Et à partir de vos coordonnées géographiques, vous sortir quelque chose. Hein, monsieur Kwasi? Oui, docteur, je vous écoute. Hein. Moi aussi, En fait, je t'écoute. Est-ce que tu peux me faire des propositions? Parce que tu oui, mais, docteur, bon, bon, je ne sais pas si c'est pour les autres, mais moi, ces cours-là, je les ai eu à faire en biogéographie, en tronc commun, puisque moi, on a fait histoire et jour dans le temps. OK. Et puis, j'ai fait ça aussi en études du milieu. OK. Donc, moi, je pense qu'en Master 2, voilà, c'est quelque chose de plus pratique, voilà, où avec la détection des cycles, j'arrive à identifier tous les éléments qui sont dans le cours. Donc, on me fait un cours de rappel, et après, on me fait un cours technique où je peux appliquer la détection à l'écologie, ou bien à la biochimie, ou bien un peu ça. Moi, quand tu parles d'appliquer la télédétection là, c'est comment? Faites-moi des propositions concrètes et puis je vais voir si c'est réalisable. Bon, d'accord. Je pense, par exemple, on a essayé le niveau tropique des trucs. Comment, avec la télédétection, je vais identifier les types végétaux, les algues, les phytoplanctons, tout ça là? Oui, c'est un peu un type d'exemple comme ça, peut-être. Avec la télédétection, comment identifier? Les types de végétaux, les algues et puis les phytoplanctons. Avec la télédétection, on peut identifier les types de végétaux, les phytoplanctons. Oui. Comment? Les algues. Non, je veux dire concrètement, de façon théorique, on peut faire ça en pratique avec quelque chose de physique et de visible. Oui, mais déjà, il faut partir sur la théorie. Théoriquement, comment on peut utiliser la télédétection pour identifier des bactéries, des types de végétation, comment ça se fait? Moi, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais je ne sais pas comment, je ne vois pas. C'est faisable, mais ça dépend. C'est faisable, c'est-à-dire. Et puis, non, on peut faire par exemple une cartographie d'espace. Bon, on va donner peut-être une cartographie et à chaque espace, Tu parlais fort pour celui qui est de l'autre côté.
Je disais comme ça que, comme un exemple, quand on faisait des batteries de son, on peut par exemple faire de la cartographie, quantifier une forêt. Oui. Et puis, à chaque stade défini, sur chaque stade va développer un développement. Donc, à chaque stade défini, nous avons un type d'espèce. Mais est-ce que ça, c'est de l'écologie? Non, non, non. Il faut qu'on creuse ensemble. On doit creuser ensemble. Monsieur Kwasi? Oui, en fait, il pleut fort ici, donc je vous entends difficilement. Voilà, si vous pouvez parler un peu plus fort. Donc, je disais que quelle proposition vous pouvez nous faire? Oui, mais en fait, bon, votre cours, par exemple, c'est un cours axé sur le milieu physique. Donc, je pense que c'est le domaine d'exercice de la télédétection même. Donc, séparer ce cours de la télédétection, moi, je pense que, bon, on n'a que cet outil et on a un environnement où il faut appliquer la télédétection. Je pense que ce cours-là doit être un cours axé sur les activités, avec les TP, tout ça sur l'activité. Bon, on va parler de tous les éléments de l'écologie, le milieu biotique, le milieu abiotique, tout ça, abiotique, tout ça là, il faut pouvoir les identifier par l'outil qu'on a comme qui est la télédétection. Donc, ce cours ne peut pas être un cours, pour moi, ne peut pas être un cours théorique, mais un cours pratique. Non, je ne vous ai pas suivi, veuillez m'excuser. Je peux avoir mes éléments? Allô? Oui, docteur. J'ai dit, je peux avoir les éléments, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Bon, j'ai dit, je prends la page, par exemple, qui est dans la chaîne alimentaire ou tropique. On parle des niveaux qu'on appelle tropiques de production, des producteurs. Bon, oui. Ici, le niveau, on peut identifier les niveaux, les végétaux. C'est-à-dire que quand on va parler des végétaux, on va parler de la discrimination végétale. On va identifier, on va calculer les NDVI, on va identifier les milieux en fonction, si c'est un milieu soudanais, on va identifier, si c'est un milieu humide ou qu'on appelle hydromorphe, il faut qu'on identifie. Voilà, si c'est les algues, il faut qu'on arrive à identifier les algues à travers la télédétection. Si c'est le phytoplancton, oui, il faut qu'on arrive à identifier le phytoplancton par télédétection. Donc, pour moi, il serait mieux qu'on matérialise ces éléments par télédétection que de nous expliquer. Parce que c'est les choses vraiment qu'on, je ne dirais pas, bon, pour moi, j'en sais déjà. Mais comment est-ce que je vais les utiliser avec la télédétection? C'est ça un peu moi, mon équation ici. Déjà, là, tu viens de m'informer que tu le sais. Vous comprenez? Oui, oui. Aha. Tu viens de me donner l'information que tu le sais. Or, moi, je suis dans un milieu où j'ai affaire à des géographes et à des cartographes. OK? Donc, moi, la mission qui m'était assignée, c'est donner cette information à ceux qui sont censés ne pas avoir cette information. Vous vous en sortez bien parce que vous avez fait ça en géographie, n'est-ce pas? Oui. Et ceux qui sont purement géologues, comment ils font? Bon, je vais dire, docteur, c'est le truc qu'on peut coupler en même temps. Hein? On peut leur donner puis donner tout en même temps. Tu vois que là, ton point de vue a changé. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je demandais tout à l'heure à vos collègues qu'il serait bon que j'ai vos cours, comme ça je sais ce qui est acquis et sur quoi je dois renforcer cette connaissance. Parce que pour ma part, j'ai affaire à des géologues et à des géographes qui logiquement ne devraient pas avoir ces notions de base. D'accord. Sinon, je veux mettre en pratique vos préoccupations. Est-ce que vous avez des pistes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais comme il pleuvait, ça a été coupé, des propositions concrètes. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous pourrez me donner un peu plus lentement, je vais les noter et puis voir dans quelle mesure on pourrait les mettre en pratique. Parce que si vous vous plaignez, c'est parce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose dans certains domaines. Oui, oui. À quoi pensez-vous? Oui, docteur, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je ne revends pas pour ma personne parce que je suis déjà délégué FOAD. Donc, si je dis ces choses, c'est pour l'ensemble des étudiants. Et puis, voilà, pour qu'on ne puisse pas... Voilà. Et puis, je voudrais également m'améliorer.
Oui, docteur, bon, je pense que c'est l'un dans l'autre, hein. Voilà. Nous sommes les étudiants, vous êtes, qu'on appelle enseignants. C'est nous qui pouvons vous dire que il y a certaines choses que nous, on voudrait vraiment avoir dans nos cours. Et Mais c'est aussi j'ai à pas vous de de bon. souci avec ça. Généralement, même D'accord. si je finis mon cours, je vous donne la latitude de me critiquer parce que c'est seulement par les critiques qu'on s'améliore. Oui, Et oui. chaque année, je réactive, pour ne pas dire, comment on appelle ce terme-là? J'actualise mon cours. D'accord. D'accord? Oui, oui. Donc, jusque-là, pour ma part, les géographes n'avaient pas ces notions. Bon, Vous comprenez? oui, oui, docteur, oui. Les Moi, la proposition que je voudrais faire, oui. c'est que le cours théorique, on le fait en master 1 et puis on fait le cours pratique en master 2. C'est où on fait ce cours pratique en master 2? Je vous appelle le Korogo. Non, non, c'est où on fait ce cours pratique en master 2? Donc, je vais dire, il fait la proposition. Vous pouvez proposer à l'administration de faire un cours théorique pour les gens qui viennent de la licence en master 1 et en master 2, on fait le cours, un rappel et qu'on appelle un cours technique sur. Parce que ce que je dis, c'est que la biogéographie, bon, enfin, c'est la biogéographie, c'est le domaine d'exercice de la télédétection. Moi, pour moi, on va faire un cours de biogéographie et puis il n'y a pas de TP pratique dessus. C'est que tous les éléments qu'on va parler de ça, on arrive à les faire sortir. Les TP pratiques pour vous consistera à faire quoi? À faire sortir tous les éléments qu'on a évoqués dans le cours, sur un traitement d'image. Comment on les fait sortir? Bon, madame, je vous ai pris un exemple qui est devant nous. Par exemple, on parle des végétaux. Il faut qu'on arrive à faire une discrimination végétale et à calculer les NDVI et tout ça là. Au niveau des algues, il faut qu'on arrive à les faire sortir. Au niveau du phytoplancton, il faut qu'on arrive à également. Pas de les faire sortir là, c'est faire sortir oui. qui est mon souci. Je vais dire qu'on fasse un traitement pour identifier les phytoplanctons, pour identifier les types de végétaux, pour identifier les types d'algues également. Mais c'est pas l'explication qui n'est pas juste derrière. Mais justement, c'est ça. Non, ça c'est ça, c'est des. Oui, ça, et même ça, c'est les gens qui font le système d'information géographique qui, logiquement, devraient faire ça. Non? Le point qui soulève, vraiment qui est très intéressant. Moi, je pense qu'il faut trouver juste comment faire intervenir. Comment utiliser l'outil que vous avez. C'est ça? Au niveau du. Oui. Comment utiliser cet outil-là pour mettre en évidence ces éléments. C'est pas ça? Il est parti. Je suis là, docteur, je suis là. Seulement que répondez comme on ne vous voit pas. Si vous ne répondez pas, on ne peut pas avancer et puis le temps passe. Je ne vois pas. Vous ne me voyez pas. Je suis là. Je suis le seul connecté. Oui, je sais. Donc, concrètement, proposez-nous quelque chose et puis on va essayer de mettre en exergue les années à venir. Surtout qu'on m'a donné une plateforme, ne pas dire du temps maintenant, pour intervenir en M1 et en M2. Et dans moi, mes prévisions, je me disais qu'en M1, j'allais faire ce cours, et puis en M2, me focaliser plutôt sur les conséquences des aménagements sur l'écosystème ou la biosphère. Vous comprenez? Et donc, ces conséquences-là, parmi ces conséquences, dans un premier temps, c'est les visualiser. Quand c'est visualisé, chercher à expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette observation. Maintenant, votre proposition elle est très pertinente, mais je voudrais la concrétiser. Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous m'entendez? Comment est-ce qu'on s'y prend pour la concrétiser? Bon, docteur, c'est à vous de voir. Hein. Comment est-ce que vous pouvez... je pense que c'est à vous de voir à ce niveau-là. À moi de voir. Tu as fait une observation.
on te demande de faire des propositions concrètes. Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut donner des propositions concrètes pour qu'on puisse les utiliser. Je trouve votre observation assez pertinente. Maintenant, comment je m'y prends pour y arriver? Ou bien pour mettre en œuvre ce que vous me proposez? Je pense bien que en termes de propositions, on pouvait organiser un TP sur... On ne va pas le faire sur tout parce qu'on ne pourra pas le faire sur tout. Mais par exemple, si on veut parler un peu de l'écologie, pour identifier les différents éléments de l'écologie sur une image, voilà, on va prendre une Par série. exemple, les différentes strates d'une végétation. Voilà, les différentes strates d'une végétation. Voilà. L'impact va impacter les animaux associés à cette végétation. D'accord? Oui, oui. Et donc, on va par exemple à la forêt, au Centre national floristique, là, et puis on essaie de définir ou bien de décrire à l'aide d'un drone, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, Dodo, je vous suis. On essaie de définir à partir d'un drone les différentes strates observées. C'est ça? Oui, oui, Dodo. C'est tout? Bah, pas tout. Je pense que, voilà, on va parler un peu, on peut également travailler sur la végétation. Mais docteur, vous-même, qu'on appelle, je vais vous dire quelque chose qui va quand même vous choquer. L'année passée, on a fait les cours, on nous a fait les promesses que toutes ces choses, on va les faire en Master 2. On arrive en Master 2, on a fini les cours pratiques. À part le cours de méthodologie, de professeur, docteur, il s'appelle comment, lui qui fait, docteur Assoma, et qu'on appelle, de professeur Yonta, tous les cours ont été théoriques sans TP pratique avec sur la traitation sur les qu'on appelle. On a fait un cours de fusion où on n'a jamais fait une simulation de fusionner une image. Donc, aujourd'hui, si il revient sur ce genre de choses-là, c'est parce qu'on nous a promis certaines choses et jusque-là, on ne voit pas. Demandez aux étudiants qui sont là en master 2, on n'essaie même pas de calculer un NDVI depuis qu'on a commencé le cours. Donc, pour nous, on aurait souhaité qu'on fasse des cours axés sur les TD pratiques parce que qu'on va sortir de là, c'est ce qu'on va aller présenter dans les entreprises. Mais d'abord, moi, mon souci, c'est lequel? Tu parles de TP pratique, n'est-ce pas? Oui, oui. Si toi-même, tu ne peux pas mettre un contenu dans ce TP pratique, comment est-ce qu'on te le fait? Peut-être que c'est ce que tu penses qu'on ne fait pas. Peut-être qu'on est en train de faire sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que je vous demande, quelle proposition concrète tu voudrais qu'on fasse? Quelle est ta proposition concrète? On va par exemple aller à la forêt, au centre floristique. On va voir les différentes strates de végétation. Et quel est l'intérêt d'avoir ces différentes strates de végétation? Bon, docteur, Oui. la méthodologie voudrait qu'on fasse une simulation et qu'on aille vérifier sur le terrain. Une simulation? Donc, oui, une simulation à l'ordinateur sur une image satellitale et on fait un traitement et qu'on aille vérifier sur le terrain pour identifier, pour confirmer, pour infirmer si réellement ce qu'on a dit là est également sur le terrain. Donc, on va choisir une scène, on choisit un thème bien précis. Soit on décide de travailler sur les végétaux, soit on décide de travailler sur les algues, soit aussi on décide de travailler sur le phytoplancton. Sur les animaux aussi. Oui, sur les animaux, peu importe. On choisit un thème en tout cas, ou bien on choisit quoi qu'on veut. Voilà, on ne pourra pas tout faire, mais on fait un exemple, une simulation à l'ordinateur sur une image. Et puis bon, pour ceux qui sont en présentiel, ils peuvent quand même aller vérifier sur le terrain avec vous pour, voilà, bon, ça fait une forme de terrain. Parce que moi, mon terrain tel que je le comprends, pour le cours que je donne, Oui. c'est pour aller faire une visite et voir dans les différents milieux, n'est-ce pas, les organismes végétaux et animaux qu'on rencontre. En tout cas, moi, c'est dans ma projection, voilà le TP que je voudrais faire. Bon, d'accord.
on va se promener, on commencera par les palmiers. Derrière les palmiers, vous voyez qu'il y a une belle forêt là. On a déjà fait plusieurs TP là-bas en son temps. Et puis, nous avons migré de là-bas jusqu'à la forêt du centre floristique. Vous voyez que c'est deux forêts assez. Maintenant, toi, le TP pratique que tu voudrais, pour ne pas dire la pratique que tu voudrais, dans ces deux contextes-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Bon, moi, je vais vous donner un exemple pratique, par exemple. Je vais travailler sur les espaces de transhumance des bœufs, par exemple. Il faut que j'arrive à matérialiser leur passage, quel est leur impact sur le terrain, quel est leur impact sur l'écologie générale et tous les éléments qui peuvent permettre d'identifier l'impact des bœufs sur l'espace forestier ou bien paysager. Vous voyez un peu? Donc, si je prends par exemple, si je veux travailler sur l'impact des bœufs dans un espace donné, il faut que j'arrive à savoir quel est leur impact. Qu'est-ce qu'ils consomment? Est-ce que leur présence, il faut que j'arrive à identifier des éléments pour montrer que non, leur présence, soit c'est nuisible ou bien c'est positif. Alors, là, on parle d'écologie. Concrètement, oui, concrètement dans ton cas, qu'est-ce que tu fais en ce moment sur ce travail-là? Dis-nous ce que tu as défini avec ton patron. Je n'ai pas encore commencé à travailler avec mon encadreur parce que actuellement, j'attends que les travaux ici baissent un peu. Voilà, je suis un peu seul dans mon service et puis actuellement même là, comme il pleut, j'ai profité pour faire le coup avec vous, sinon je suis un peu beaucoup chargé, donc je n'ai pas encore commencé à travailler avec mon encadreur. Mais je pense que la dernière fois, vous et moi, on a eu à discuter un peu sur ce que je fais parce que je travaille sur l'environnement forestier. Voilà, donc on avait parlé, il m'avait donné des orientations aussi. Mais c'est la même préoccupation que je soulève à chaque fois. Oui, moi je vous comprends. Mais vous êtes un géographe. Moi je suis une biologiste. Vous comprenez? Oui, oui. Moi je suis biologiste. Je suis écologiste même. Parasitaire. Et dans le cadre de mon travail, c'est combiner les deux aspects. OK? Je vais montrer que tel parasite existe dans tel milieu. Je vais sur le terrain comme vous. Je vais enregistrer les paramètres physico-chimiques des hôtes intermédiaires qui abritent le parasite. Et puis, j'essaie de voir leur évolution dans le temps, dans l'espace. N'est-ce pas? Et après, je fais cette cartographie dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Voilà un peu ce que je fais. Donc, je me dis que c'est plus ou moins identique. On fait le tour des différents milieux que nous avons et on essaie de faire l'inventaire des animaux qu'on trouve dans ces différents milieux. Vous comprenez? Et à côté de cet inventaire de ces organismes végétaux et animaux, on notera également l'impact des aménagements ou bien l'impact de la présence humaine. Peut-être c'est parce qu'on a tracé une route, on a fait une piscine, on a fait un terrain de basket, on ne retrouve pas les animaux. Et malheureusement, ici, tous les espaces que nous avons sont des espaces aménagés. Il y a quelques années, avant la crise, en bas, ce n'était pas un espace aménagé, c'était une sorte de forêt primaire. Et donc, on pouvait commencer par là-bas, et puis en évoluant vers les palmiers jusqu'à la forêt entièrement constituée par le vieux Akéassi, on verrait les modifications impactées par la présence de l'homme. Vous comprenez? Oui, docteur. Moi, c'était ça que j'avais à l'idée. Maintenant, si tu as d'autres propositions, parce que toi, géographe, aménagiste, et puis quoi d'autre encore? Télédétecteur, il serait intéressant de combiner tout ça et de me faire des pistes donner des pistes de propositions afin que je puisse refaire ou revoir le contenu de mon cours.
Mais concrètement, j'ai l'impression que tu voudrais des choses, mais que tu ne sais pas concrètement ce que tu voudrais. Sinon, ça allait m'aider aussi à réaménager mon cours. Parce que c'est facile de dire, oui, on a l'outil, mais comment on utilise cet outil? Est-ce qu'on l'utilise pour donner juste les différentes, je prends l'exemple de la stratification de la végétation, on l'utilise pour définir ou décrire cette stratification? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou bien c'est ce que vous attendez de notre part? D'un commun accord avec les collègues, on va essayer de trouver une piste de solution. Ou bien je ne vous suis pas. Oui, concrètement dit, je ne peux pas vous donner qu'on appelle une orientation, oui, parce que moi, pour ma part, c'est un peu mal placé, mais on aurait voulu vraiment, oui, j'aurais voulu vraiment qu'on ait un TP qui pratique sur au moins un des phénomènes étudiés. Un des phénomènes étudiés. Quoi, par exemple? Donc, bon, donc, c'est pratique sur quoi? Je voudrais prendre par exemple peut-être un exemple des animaux, l'impact des animaux sur peut-être l'environnement ou bien la végétation. Voilà, une chose comme ça. Parce que vous pensez que c'est évaluable par la télédétection? On voulait savoir. Pour ma part, je pense que non. D'accord. Théoriquement, hein, et c'est la suggestion que je vous ai faite la dernière fois. On ne peut pas faire une seule prise et puis connaître l'impact de quoi? Il avait dit l'impact de quoi? Des animaux. L'impact des animaux sur la végétation. Impact des animaux sur la végétation. À moins qu'on ait des prises de vue avant. Puisqu'on dit tout à l'heure concernant ce cours sur la dynamique des écosystèmes, on vous a dit que les écosystèmes sont comment? Dynamiques. Ils évoluent dans le temps. Ils évoluent également dans l'espace. Si tu n'as pas pris les mesures à un temps T0, comment peux-tu impacter ou dire que il y a eu cette modification parce que dû à tel ou tel élément? Pour faire ces mesures, on doit faire une évolution dans le temps et une évolution également dans l'espace. Quand on parle d'évolution, c'est un suivi dans le temps et un suivi dans l'espace. Tu choisis ton espace et tu suis ton espace dans le temps pendant un certain temps. Vous voyez, non? À moins que vous ayez des photos ou des images qui datent de quelques années, tu vas maintenant faire ta mesure et puis tu compares ces photos à ce qui était il y a quelques années. Sinon, pratiquement, moi, je veux bien. Je n'ai aucun souci avec ça. Et comme on le dit, deux valent mieux qu'une. Moi, j'ai ma vision. Si j'ai plusieurs visions, cela m'aide. Ou bien, vous avez des questions? Est-ce que les autres évoluent dans le même sens que toi? Et s'ils ont des propositions, on attend vos propositions. Moi, je pense que déjà, pour ce cours, peu importe qu'on soit public, lecteur, déjà, pour ce cours, on est déjà dans une logique. La logique, c'est que derrière ce cours, il y a un TD. Il faut d'abord pratiquer ce TD-là, essayer de résoudre les problèmes qu'on se pose, essayer de comprendre la logique qui est derrière ce TD-là et qui a aussi un rapport avec le cours, maintenant venir au plus haut niveau, au niveau de la télédétection, voir comment on applique la télédétection. Donc, je pense que si déjà on a déjà noté les différents soucis des uns et des autres, on peut faire ce TD-là et puis revenir maintenant à ces soucis-là. Je pense que ça serait intéressant et ça peut-être donnerait matière à encore plus à réflexion pour la suite. Il faut construire quelque chose d'assez concret en associant l'outil de la télédétection. Parce qu'il aurait bien voulu, quand tu l'écoutes, il aurait bien voulu pouvoir
je prends le cas d'extracts qui sont beaucoup plus concrets, n'est-ce pas? Donc, c'est utiliser l'outil de la télédétection pour voir les différents niveaux de la végétation. C'est ça, non? C'est ce qu'il nous a proposé. Si j'ai bien compris, si je n'ai pas compris, vous pouvez m'éclairer. C'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on envoie un drone. Ou bien le drone, c'est trop nous demander. On est en train d'essayer de concrétiser ton idée. Donc, aide-nous. D'accord. Les gens sont venus me voir. Il vient. Laisse-moi 2 minutes, j'arrive. Je me demande 2 minutes, je viens. OK, on continue le cours. Donc, nous sommes au niveau trophique des producteurs. Parce qu'on va l'attendre. OK. Donc, ce niveau est représenté par les végétaux, les algues et les phytoplanctons. Et qu'est-ce qu'on retient? Qu'ils sont les premiers maillons, plutôt de cette chaîne trophique, et ils sont appelés producteurs primaires. Honnêtement, je pensais que vous n'avez pas ces notions-là. Donc, il serait intéressant pour moi d'avoir beaucoup, hein? Vous avez beaucoup. Mais vous pouvez voir avec vos cadets des autres années, là, ceux qui sont après vous. Il n'y a pas ce truc pourquoi. Non, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas cette qualification, peut-être L2, L1. Comment ça fonctionne là-bas? Bon, ce que j'ai vu, moi par exemple, quand on arrive à L2, on ne s'occupe pas des L1. Donc, vous n'avez même pas de connaissances en L1. J'ai plus de connaissances dans ton milieu. Oui, de ma profession. C'est comme si c'était un cours numérique qui était physique. Mais vos prises de notes, là, c'est quoi? Les prises de notes. Moi, la fréquence de notes, mais c'est un document-là que je voudrais jeter un coup d'œil. Oui, en fait, c'est pas pour voir dans le détail. C'est voir les grandes lignes. Par exemple, comme ici, on a fait biogéographie. Qu'est-ce qu'on a mis dans biogéographie? Vous savez que l'écologie est un domaine vaste. Très vaste. Donc, en fonction des orientations, en fonction des objectifs à atteindre, on prend dans l'écologie les éléments qui nous intéressent. Si on me demande ce même cours d'écologie en biologie, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Là-bas, puisqu'on aura besoin de calculer la densité de ceci, on doit aller sur le terrain, collecter des échantillons, de déterminer les effectifs, utiliser des cadrans pour pouvoir faire les mesures, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, je vous fais fi de ça parce que vous allez aménager. Est-ce que vous allez sur le terrain pour aller échantillonner, pour compter le nombre de parasites ou le nombre d'animaux ou le nombre de ceci? Est-ce que c'est votre domaine? Pardon? Mais justement, en fait, je suis en train de vous dire simplement qu'en fonction des domaines de définition, nous tous, nous faisons de l'écologie. Là-bas, on fait de l'écologie, on fait la biogéographie, on fait la zoogéographie. Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est en fonction des visions, des objectifs qu'on oriente le cours et on prend dans le cours ce qui pourrait vous intéresser. Et donc, c'est pour cela que je me suis limité dans le cadre de votre cours à vous donner ces connaissances de base. Parce que moi, dans ma vision, il faut savoir que le milieu, ce n'est pas seulement le biotope, il y a la biocénose qui est impactée par la modification du biotope. Vous comprenez? Donc, sa croissance, son développement et même sa diversité est impactée par l'environnement, par le milieu. Donc, si vous avez connaissance de ces informations, pour ma part, c'est un acquis. Donc, si un géographe sait plus ou moins que quand il va aménager, il va impacter la biocénose, c'est un acquis. Parce que vous, les géographes, généralement, c'est le milieu qui vous intéresse. N'est-ce pas? La connaissance, surtout la connaissance du milieu. Mais cette connaissance est focalisée sur le biotope, pas la biocénose.
Voilà l'idée qui a motivé l'orientation de mon cours. Donc, je viens vous donner ces connaissances et vous allez voir que je suis surtout focalisé sur la biocénose, comment la biocénose se développe dans ce milieu naturel que vous avez pris l'habitude d'étudier parce que géographe et géologue. Mais le volet vie, le volet biocénose, généralement, ne vous attardez pas là-dessus. Donc, c'est cet aspect en tant que biologiste et écologiste dans ce domaine que je viens vous donner. Maintenant, si je dois utiliser la télédétection dans ce cadre, comment je m'y prends? Donc, je compte sur vous qui avez cet outil pour me montrer comment je fais pour concilier les deux aspects. Donc, la balle est aussi dans votre camp. Okay. Sinon, mon objectif, c'était de vous faire prendre conscience de l'existence d'une biocénose et de l'impact de la modification de l'environnement sur cette biocénose en tant que biologiste. Donc, au thème de ce cours, peut-être là, on a commencé, on va penser ensemble comment est-ce qu'on s'y prend pour créer, comme il le dit, un volet pratique en utilisant cet outil de la télédétection. La dernière fois, je vous ai demandé de réfléchir. OK? Il est quelle heure? On doit voir plusieurs films. Et donc, je pense que les éléments qu'on va voir dans ce film, l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas fait ce cours. Je n'ai pas fait ce cours. J'ai juste fait les projections. Et puis, on a réagi par rapport aux projections. Et les éléments de réponse et les questions aussi, en répondant aux éléments de réponse des différentes vidéos, on faisait tranquillement le cours. Le cours, généralement, quand tu fais le cours, tu présentes les vidéos, c'est une redondance. Donc, je préfère donner la vidéo, on visualise, et puis on échange après par rapport à cette vidéo. Monsieur, il a coupé. OK. Vous m'entendez? Oui, Dada, je vous entends. Je pense que le cours, on a déjà donné tous les éléments. Donc, on va visualiser ensemble les 2 ou 3 vidéos et puis interagir par rapport à ces vidéos qu'on va vous présenter. OK? D'accord. Mais pensez, quand on aura fini, à 17h, hein, je pense qu'il serait intéressant si on peut échanger en 15-30 minutes tout au plus, voir concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là. Parce que moi, ça m'intéresse. J'aurais bien voulu faire quelque chose d'un peu plus concret en utilisant vos outils pour l'application. D'accord? Oui, mais docteur, moi, je pense que voilà, si vous êtes le maître, que vous me proposez quelque chose, et puis nous, on s'aligne dessus. Nous, on n'a pas... Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais quand un doigt manque, tu n'es pas très opérationnel. N'est-ce pas? Moi, c'était ma vision en tant que biologiste. Toi, en tant que télédétecteur, expert en télédétection, tu es en train de me faire des propositions concrètes que je voudrais creuser davantage. Donc, ne me dis pas non, tu es le maître, donc c'est toi qui proposes. D'accord? J'ai compris, docteur. Des idées pertinentes peuvent venir du bas ou migrer vers le haut. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et généralement, je mets mes étudiants à l'aise parce que c'est comme ça que je fonctionne, même avec mes doctorants. Non, parce qu'on n'a pas le monopole de la connaissance. J'ai juste un peu plus d'expérience que vous, c'est tout. Vous me comprenez? Et puis, on dit l'union fait la force. Toi, tu es expert en télédétection. Moi, je suis expert en biologie animale et en parasitologie et écologie parasitaire. Vous comprenez, non? Quand on met tout ça là ensemble, on peut sortir quelque chose d'assez intéressant. Pour tes prochains projets, il faut nous intégrer. Hein? J'ai compris, docteur. OK, donc on continue.
continue, on va visualiser. Il ne nous laisse pas beaucoup de temps, alors qu'on a besoin d'environ 1h45 pour visualiser nos vidéos. On va regarder, il y a une vidéo qui n'est pas mal. En tout cas, on va regarder. Il dit, on fait quoi même? Comment on fait? Sauvez-moi. Madame, ça fait 1h30 déjà, on va commencer. OK. Mais cette fois-ci, j'aurais bien voulu que le film là passe aussi, non? C'est pas, on enregistre et puis on lance maintenant pour toute la salle. OK. Donc, on vient ici, c'est ça? Stop. Et puis on fait stop. Oui. C'est ça? Oui.